Bonjour Axel, tu es directeur d'Arxum France, donc une entreprise d'automatisation industrielle via logiciel blockchain dans la supply chain dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans cet univers, s'il te plaît? Bonjour Pierre, effectivement, merci déjà pour l'invitation. C'est pas souvent que je me mets dans des événements qui parlent vraiment de blockchain, finalement. On aime bien nous rester dans la partie industrie et la raison, c'est parce qu'on vient vraiment de l'industrie chez Arxum. Donc, on est une petite startup et moi, j'ai fait donc un parcours dans les énergies renouvelables et le développement durable. Pendant 8 ans, j'ai étudié ça, donc depuis le bac. Et même si j'ai eu des bonnes pistes par rapport à l'énergie et au développement durable et la blockchain, j'ai fait d'ailleurs un hackathon en 2018 sur comment aider le crowdfunding en Afrique subsaharienne sur le financement du coût d'énergie renouvelable avec blockchain. Donc, on était soutenu par l'UNEP, l'United Nations Energy Programme. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément la traction dans les énergies renouvelables qui pouvait vraiment justifier du crowdfunding en royalties, comme on a fait à l'époque. Et donc, je suis passé sur quelque chose d'un peu plus à ma portée, qui était la partie industrie donc 4.0. Et j'ai rencontré donc des gens qui bossent dans l'industrie 4.0, des Allemands, et on a mis en place un projet en 2018 qui s'appelle Arxum, et donc qui propose des logiciels blockchain pour faire du suivi, de la traçabilité, du transfert de données, et aussi du coup de la tokenisation dans l'industrie, aussi bien pharmaceutique que spatiale, ou même au niveau de l'automobile et du développement durable. Voilà. Super. Ouais, donc c'est vrai que vous êtes vraiment exclusivement axé industrie. Et après, dans l'industrie, quel que soit le domaine, vous n'avez pas de narratif de domaine particulier, vous vous ouvrez sur toute la Ouais, transformation de, voilà, d'entreprise 4.0, quoi. en fait, on est allé chercher là où il y avait aujourd'hui un besoin, soit par rapport à des choses qui pouvaient être autour de la fraude. Donc, on retrouve ça par exemple dans le recyclage du plastique, où il y a beaucoup de marques qui affichent sur leur bouteille de plastique que c'est recyclé à 87%, par exemple. Et là-dessus, c'est très difficile d'aller chercher dans la chaîne de recyclage si c'est vrai ou pas. Donc, nous, avec notre système de suivi et de traçabilité, on vient résoudre ces problèmes de fraude. Et après aussi sur la conformité. Donc, quand on regarde le pharma, on imagine bien dans les laboratoires qu'il y a un besoin de se conformer à des réglementations en vigueur. Et c'est là où on intervient en disant, regardez, avec nos systèmes blockchain, on est en capacité de démontrer qu'il n'y a pas eu de triche et qu'il n'y a pas eu de modification sur la durée du coup d'un processus. Et on a la suivi du coup des modifications et de tous les événements qui vont se passer. Donc c'est là où l'intégrité des données est intéressante et la blockchain fait un vrai sens. Donc on n'est pas allé chercher des domaines d'industrie parce qu'on s'est dit, tiens, il y a de quoi s'amuser là-dessus. On est allé chercher parce qu'on nous a dit, salut, vous avez l'air de bien connaître ce que vous faites en termes d'automatisation et de blockchain. Nous, on connaît l'industrie dans laquelle on est et on a besoin de gens qui vont vraiment savoir comment régler nos problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé par l'automobile. On est passé après sur le développement durable, parce que j'avais une petite appétence aussi. Et puis après, on est arrivé sur des domaines qui nous passionnaient un petit peu plus, mais on a longtemps bataillé parce que ça ne se trouve pas aussi facilement finalement les projets. Donc là, je pense par exemple à l'Agence spatiale européenne, où on a fait 14 départements différents avant de réussir à mettre un pied dedans. Et au début, on avait beau être passionné d'espace et de physique chez nous, on avait beau faire des meetings avec les départements de radiation, les départements d'assemblage des satellites. À la fin, ils disaient c'est très, très intéressant ce que vous faites, mais on ne voit pas où le mettre. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive à avoir cette awareness, cette un peu découverte de ce qu'on peut faire avec une technologie comme celle-ci, qui peut dire alors oui, là, je vois que dans mon activité, dans ce processus de ce laboratoire ou de cette chaîne de production, j'ai un problème de type de traçabilité ou de transfert de données qui fait que ça peut être utile de le faire par blockchain et pas par du cloud classique. Donc, on a toujours besoin finalement de faire fonctionner l'écosystème avec nous et l'industrie qu'on vise, elle n'est jamais liée juste à une passion, elle est liée à un vrai problème d'aujourd'hui et des problématiques de demain qui vont arriver aussi. Ouais, de toute façon, enfin, les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles veulent savoir, au-delà des mots compliqués qu'on peut trouver dans cet univers-là, c'est le use case. En gros, qu'est-ce que ça peut m'apporter dès aujourd'hui si j'implémente ce genre de solution-là? Et justement, moi, ce que je voudrais voir un petit peu comment tu le ressens, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là sont très en phase de formation, d'acculturation pour se sensibiliser un peu à ces nouvelles technos, ou tu sens que ce cap-là est déjà fait, quels que soient les organismes, et qui sont plus dans une démarche, aujourd'hui, on commence à implémenter. On voit vraiment les cas d'usage qu'on peut mettre en place et on implémente. Comment tu sens un petit peu le chose? Ouais, donc là, le marché est assez éparse à ce niveau-là et il n'est pas homogène. Donc, tu vas avoir des entreprises qui sont assez innovantes, qui vont avoir des envies et aller faire des choses directement. Mais de manière générale, on a une certaine évangélisation qui est encore nécessaire. Alors, certes, on est beaucoup plus en maîtrise maintenant qu'en 2018,
Parce que je me souviens qu'en janvier 2018, quand on faisait des rendez-vous, par exemple, chez des grands imprimeurs, quoi, des grands fabricants d'imprimantes 3D, on essayait d'automatiser l'impression 3D avec les particuliers, en gros avec des smart contracts et de la blockchain qui viennent se connecter directement aux machines pour lancer du coup un contrat d'impression en 3D ou de la gravure laser à distance avec du paiement en crypto. On était sur quelque chose de bien trop on va dire, précurseur à ce moment-là. Donc, on n'a pas été au bout de ces choses-là et on a dû s'adapter. Et cette adaptation, elle est vraiment liée à qui aujourd'hui on a en face de nous. Tu vas avoir des entreprises qui vont être de petite taille, mais qui vont avoir très envie. Après, c'est une question de est-ce que ça fait sens aujourd'hui dans leurs activités. Et puis, les entreprises de grande taille qui vont avoir deux, trois représentants porte-étendard qui vont dire oui, on a envie de faire ça. Mais derrière, il y a un petit blocage en pur culturel suite à les confusions qu'il peut y avoir entre crypto, blockchain. Mais petit à petit, ça tend à se démocratiser. Donc, les entreprises veulent tester des choses. Elles ont peur de tester des choses, mais elles ont aussi des process qui sont en place. Et si on est capable de démontrer qu'on sait gérer ces process-là, alors elles sont d'abord pour essayer des choses. Et il faut juste montrer patte blanche. Et ensuite, le rollout, il dépend du succès de ces premiers déploiements. Donc, c'est vraiment une circulaire virtueuse. Il faut savoir bien repérer son sweet spot, savoir quelle est l'entreprise qui va avoir un vrai intérêt innovateur et puis avoir la capacité technique aussi de comprendre ce qu'on fait et culturelle. Et puis après, savoir en interne bien évangéliser, déployer et se conformer du coup à tous les besoins du marché et de l'industrie. Ouais. Donc il y a un gros aspect aussi formation, de ces entreprises-là en amont. Je ne sais pas si c'est vous qui le faites parce que bon, je pense qu'elles en entendent parler, mais de ce que je reçois moi comme discours, c'est que ces entreprises-là, alors les plus petites qui ont un esprit un petit peu plus entrepreneurial, curieuses et qui peuvent tester plus facilement, où il y a moins d'inertie dans la prise de décision, c'est un petit peu plus simple. Mais pour les plus grosses, le discours que je reçois, elles ont aussi peur de se sentir associées à quelque chose qui les dépasse, en fait. Et donc aujourd'hui, est-ce que cette partie d'acculturation, elle est aujourd'hui encore très importante dans ce que vous faites, ou ça switch rapidement sur l'implémentation de solutions? Donc c'est intéressant ce que tu dis là parce que dès qu'on va parler de démarrage de projet, on va parler de confiance. Et finalement, la confiance, elle est censée passer à travers un protocole quand on fait des systèmes blockchain. Mais le protocole qui va être en question, les smart contracts qui vont être codés, il y a bien quelqu'un qui doit le faire. Donc là, on revient encore une fois à distribuer de la confiance vers une entreprise. Et donc nous, pour avoir cette confiance-là et aller sur des projets, on fait en sorte de montrer qu'on a la capacité à faire les choses comme ils le veulent. Et une fois qu'on arrive à cette confiance-là, on doit faire en sorte que chaque partie du projet comprend vraiment ce qu'on fait et comment on le fait. Et là, c'est à double tranchant parce que tu vas avoir les entreprises qui vont avoir aucune connaissance, qui vont avoir peur. Donc là, on va leur expliquer de manière assez surfacique, on va dire. Donc dire voilà, ça marche comme ça. Et puis on va pas descendre trop dans ce tunnel qui va être un tunnel dangereux où on va parler de processus avec les protocoles, avec les différentes preuves de confirmation du coup des transactions. Tout ça, c'est finalement quelque chose qui intéresse peu l'industrie. Ce qu'ils veulent surtout savoir, c'est à quel moment il y a un risque pour leurs données. Donc, c'est la stratégie aussi qu'on emploie. Et puis, à quel moment on va jouer avec ce trilemme des blockchains qui va être d'avoir de la décentralisation, de la sécurité, mais aussi de la mise à l'échelle quand on est sur des projets industriels. Donc, tu ne peux pas juste dire on va être super sécurisé et décentralisé si votre transaction elle va mettre 3 minutes à passer alors qu'en fait, vous faites une chaîne industrielle avec 600 pièces par seconde. Donc là, il faut être capable de jouer avec ce trilemme-là et s'adapter. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir ceux qui vont connaître la blockchain, qui vont connaître pas mal de choses et qui vont s'inspirer des cryptos et qui vont être en complète disruption par rapport à leur propre marché et qui vont pas faire les choses dans un ordre logique et qui vont avoir une idée très préconçue du blockchain, de ce que ça fait et qui doivent du coup réapprendre que là, on va être sur quelque chose d'un peu différent. Parce que quand on parle blockchain, on dit la blockchain, c'est un peu un abus de langage parce que finalement, on en fait un peu ce qu'on fait, ce qu'on veut. Et dans l'idée, par contre, c'est comme un bateau. Donc, tu peux dire, bah là, je vais y mettre un mât et puis sinon, j'y mets un moteur et puis je vais faire un bicoque ou un une coque. Alors, j'ai de la Rochelle, alors c'était pour ça que je prends l'exemple du bateau, mais on peut parler même d'une maison, tu vois, d'une maison qui va avoir du coup des murs qui vont être adaptés à son environnement autour de soi. Et donc, ça, c'est pareil au niveau du blockchain. Ce sont les développeurs et la philosophie que tu emploies dans l'usage derrière, donc le use case dont tu parlais, qui vont faire qu'on va plus ou moins tendre sur le trilemme de la décentralisation et de la sécurité, ou alors vers
la partie plutôt mise à l'échelle, qui va, a fortiori, si on veut monter en cadence, faire baisser la décentralisation et donc un peu la sécurité. Et donc, on joue avec ça et on essaie d'expliquer philosophiquement comment est-ce qu'on arrive à la solution parfaite pour un use case spécifique. Et c'est là où l'évangélisation est intéressante. Il faut rester le plus agnostique possible. Il faut rester le plus dans l'écoute des besoins aussi de chacune des entreprises, parce qu'elles n'ont jamais tort quand elles ont un objectif en tête et une idée technologique derrière. Mais par contre, il faut savoir les cadrer aussi dans l'idée d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on la met en place? Justement, par rapport à l'idée d'innovation et de transformation des entreprises 4.0, automatisées, digitalisées, qui sont très dans la stratégie des entreprises, en tout cas en France, déjà en plus pour pouvoir être aussi compétitif que par exemple des entreprises en Asie ou ailleurs. Donc, il y a un vrai choix stratégique des entreprises de se focaliser aussi là-dessus, avec des budgets qui sont implémentés. Est-ce que tu peux faire un petit état de l'art des enjeux justement de cette entreprise 4.0 et comment en fait les solutions blockchain ou les logiciels, des solutions avec les logiciels blockchain viennent s'implémenter à ce niveau-là? Ouais, ça c'est intéressant parce que on arrive toujours à cette idée, même quand il y a des boîtes qui ont des départements de transformation digitale et puis d'innovation R&D, de se dire comment est-ce qu'on arrive entre l'idée de se dire on va mettre en place de l'IA, de la blockchain et des choses très innovantes au projet et à la concrétisation du coup derrière. Donc très souvent, on a cette idée de POC. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'il faut bien montrer que ça marche. Donc, on vise un processus spécifique. Mais pour trouver ce POC, c'est là où ça devient un peu plus difficile parce qu'il faut bien identifier finalement où est-ce que ça fait sens et où est-ce qu'on va résoudre des problèmes. Donc, moi, je vais penser à quelque chose qu'on a fait très récemment. On a fait donc avec des clients qui sont donc un consortium en fait de 4 clients, dont l'Établissement français du sang et l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui sont des institutions du coup publiques, privées publiques, disons. Et elles ont tout intérêt à trouver de l'innovation, mais parce qu'elles ont des gros enjeux, elles ont aussi la nécessité de respecter aujourd'hui les façons de travailler et de ne pas faire une transformation radicale finalement des processus. Il y a des employés là-dedans. Le FS, c'est 7500 employés. Il y a des patients là-dedans. L'Institut de cancérologie de l'Ouest, c'est 43 000 patients par an qui sont traités pour le cancer. Donc, on ne peut pas arriver avec quelque chose en disant, paf, on change complètement votre travail du jour au lendemain et maintenant, vous devez travailler comme ça avec notre blockchain et puis ça risque de faire des problématiques qui ne sont même pas pour nous aujourd'hui visibles. Donc, on doit y aller pas à pas. Et on doit bien comprendre du coup quelle est la façon de faire ça. Donc la compréhension qu'on a fait avec l'EFS, l'Institut de cancérologie de l'Ouest et 2 autres clients, c'est qu'on a dit voilà, notre solution aujourd'hui, elle fait ça. Donc elle permet dans votre laboratoire de mettre des données fiables qui sont récupérées sur les différentes opérations qui sont faites en culture cellulaire. Alors, comment faire? On met des lunettes de réalité assistée sur les opérateurs parce qu'on ne peut pas leur dire de noter dans un cahier et de recopier sur l'ordinateur parce qu'on va mettre une donnée qui peut être potentiellement fausse sur la blockchain. Donc, même si la donnée sur blockchain est immuable, si elle est fausse, ça reste immuablement fausse. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des données fiables. Donc, on récupère ça avec un outil semi-automatisé avec la caméra de la Google Glass qui vient scanner du coup les tubes et les opérations qui sont réalisées. Et ensuite, on leur a dit, on fait du suivi et de la traçabilité. Et on leur a demandé de se réunir tous ensemble et de faire un workshop d'une journée pour nous décrire quels étaient leurs challenges. Ils sont tous dans des domaines similaires sur des secteurs différents de la culture cellulaire. Et on leur a demandé de nous expliquer concrètement quelles étaient leurs problématiques et quels étaient les enjeux d'aujourd'hui dans leurs activités. Et c'est là finalement qu'on peut comprendre. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour toutes les entreprises, pour toutes les industries, même si on retrouve très souvent finalement des enjeux qui sont similaires, c'est-à-dire rester au-dessus de la compétition sur ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la production et dans l'efficacité et la qualité. Donc ça, c'est un gros challenge pour les entreprises qui ont déjà optimisé beaucoup de leurs activités. On a vu la robotisation arriver, on a vu du coup les différentes façons de gérer des projets et puis les différentes équipes qui se structurent. Tout ça aujourd'hui, ça roule très bien. Il n'y a pas besoin de blockchain pour ça. Par contre, quand on va dans le détail très technique et pointu et profondeur de processus, on se rend compte qu'il y a des limitations qui sont faites par l'humain, la confiance, la transparence. Et c'est là où on s'est dit, tiens, on a quelque chose qui peut vous aider à ce niveau-là. On peut aller chercher des enjeux que vous n'avez même pas identifiés parce que c'est des enjeux qui paraissent injouables finalement parce qu'on a cette limitation humaine. Mais si on associe finalement des outils d'assistance de réalité, comme la réalité assistée et du coup les lunettes connectées. Et si on associe des technologies qui sont un peu plus autonomes et qui ont la capacité aussi à prouver une intégrité et une certaine confiance dans les participations avec les partenaires, on va éviter du coup d'avoir un ingénieur, un commercial et un gars de la régulation qui va regarder si une demande est correcte entre 2 partenaires pour autoriser la diffusion d'une donnée. Et bon, on met tout ça sur des smart contracts et là on se dit go, on va vérifier de manière instantanée si toutes les conditions sont réunies en termes de délai, en termes de personnes, en termes de confidentialité sur des
propriété intellectuelle. Et là, on va pouvoir jouer sur des enjeux de gain de temps qui n'étaient pas encore identifiés et avoir des enjeux de qualité et de suivi de traçabilité hyper transparente qui permet aussi d'auditer du coup très facilement des opérations. C'est là où moi Yes. j'identifie les enjeux d'aujourd'hui. Yes, super, bah, c'est très clair. Bah, justement, moi, par rapport à ces solutions technologiques, je pense que ceux qui baignent un petit peu dans cet écosystème voient, enfin, ou en tout cas, imaginent un peu l'horizon qui va pouvoir se dessiner en termes de solutions qui va venir intervenir à énormément de niveaux. Par contre, donc ça, c'est vraiment la théorie. Par contre, en ce qui est mis en place et ce qui est implémenté aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup plus primaire par rapport à l'ensemble des possibilités qu'il y a. Donc ça dépend de pas mal de choses. Est-ce que justement, tu peux donner des exemples, parce que ça, je sais que ça parle beaucoup aux gens, de use case, de cas concrets aujourd'hui qu'on peut implémenter, que vous pouvez implémenter dans les entreprises où ça a vraiment une valeur ajoutée dès aujourd'hui, simplement, quoi. Ouais, donc là où j'ai envie de le dire, ça pourrait être, en fait, toutes les industries où on est, c'est le cas, parce qu'on a résolu des problèmes dans ces industries qui étaient assez spécifiques et concrets. Mais pour parler peut-être à tout le monde, je vais peut-être prendre celui du recyclage du plastique. C'est celui qui regroupe en fait toute notre philosophie, parce que là, on fait nos 4 modules. Donc nous, on a défini 4 modules. On s'est dit, ces modules-là, c'est des modules qui vont permettre vraiment, finalement, de répondre à des problématiques que la blockchain sait par design gérer et qui seront faciles à mettre en place. Et on l'a trouvé un sweet spot, donc un domaine vraiment idéal pour le mettre en place, c'est l'industrie du recyclage plastique. Donc le premier module qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la tokenisation. Le deuxième, c'est la traçabilité, le suivi et enfin le transfert. Et donc, quand on prend ces 4 modules-là, il y en a un qui est évident pour la partie blockchain, c'est évidemment la traçabilité et le suivi. Donc, on différencie le suivi et la traçabilité par suivi. On sait que la bouteille de plastique va passer par un centre de collecte, un centre de tri, un centre de recyclage et ensuite la marque de grande consommation qui va racheter le plastique. Et après, il va se passer des événements sur chacun de ces centres-là. Et ça, c'est les événements donc, qui sont tracés. Donc, tracer et suivre, c'est un peu différent. Les événements, c'est la traçabilité sur un point donné de suivi. Et le suivi, bah, c'est effectivement la chaîne prévue initiale qui va être de transit d'un objet physique. Et donc, on imagine bien qu'on parle de tokenisation sur le recyclage du plastique, on va tokeniser du plastique. Tokenisation, c'est quelque chose qui est difficile à faire sur les objets physiques parce qu'ils sont physiquement ici. Donc, qu'est-ce qui m'empêche finalement de les mettre là et là et puis de se dire, bah, en fait, j'ai 2 blockchains, par exemple, qui vont suivre la même chose. Et là, c'est difficile. Donc, ce qu'ils ont fait avec nous, notre client, c'est quelque chose d'assez génial. C'est qu'ils ont mis en place sur le centre de tri, de collecte, pardon, une caméra avec une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle repère les différents types de packaging, Dove, Coca, Pepsi, n'importe quoi, et va savoir, en interrogeant une base qui s'appelle EcoVeritas, quelle est la quantité de nafta, donc de pétrole, qui est dans chacun de ces packaging. Et donc, nous, on arrive à ce moment-là, en récupérant ces métadonnées, donc le poids, la quantité de nafta et l'empreinte, du coup, qui va correspondre à la photo et la capture de l'intelligence artificielle de chaque bouteille. Et on va créer un jeton numérique pour chaque tonne de plastique. Et ce jeton numérique, on va faire ensuite le transfert. Donc, notre module de transfert va arriver ici avec des conditions qui sont sur smart contract qui vont dire oui, on peut transférer du coup ce jeton du centre de tri, du centre de collecte au centre de tri, du centre de tri au centre de recyclage, et ensuite à la marque de grande consommation qui va avoir une preuve d'existence, une preuve d'originalité du coup de son jeton, qui va correspondre à une tonne de plastique où il y a peut-être 50 kilos ou une demi-tonne de ces bouteilles qu'il a lui-même polluées. Et là, il va pouvoir dire de manière officielle, j'ai recyclé du con plastique parce qu'il est passé par le centre de collecte, puis le centre de tri, le centre de recyclage et chez moi. Il correspond à cette tonne de plastique qui a été identifiée dès le début. Et il y a eu du scanning qui a été fait entre les différentes étapes qui fait qu'on sait que c'est notre tonne qui est passée et que je n'ai pas triché avec la réalité. Donc, tu vois, c'est là où l'association, elle est réelle. Et on voit qu'aujourd'hui, le plastique qu'on met dans la poubelle, il n'y a que 20% qui est recyclé. Et du coup, on se dit, bah là, j'ai une preuve que ces 20%, ils étaient bien dans ma bouteille d'aujourd'hui. Et ça permet de ne pas frauder. Et ça, c'est un apport réel pour le consommateur. Et ça apporte même du marketing, finalement. On en parlait tout à l'heure de cette notion de marketing, de ces choses qui n'étaient pas forcément concrètes. Bah, c'est concret quand même, parce que je suis Coca. Je montrais à mes consommateurs que oui, même si j'ai eu des scandales dans le passé et que je suis peut-être pas la marque qui a le dos le plus propre, et bah, aujourd'hui, je fais les efforts qui font que je rattrape les erreurs du passé et je suis focalisé sur des choses qui rentrent mon travail éthique et qui font en sorte de ne plus faire de greenwashing au quotidien. Donc ça, c'est un exemple qui est assez large sur nos différentes fonctionnalités et qui est assez précis sur comment est-ce que ça résout des problèmes d'aujourd'hui en prévenant ceux de demain, parce que du coup, on garde une traçabilité complète à travers le temps.
Ouais, mais c'est vachement intéressant de pouvoir donner ces cas d'usage, concrets et l'efficience que ça peut apporter, in fine, quand même, dans la chaîne un petit peu de chaîne logistique d'information, à quel point c'est un changement aussi, drastique et ce que ça peut apporter. Parce qu'aujourd'hui, enfin, que ça soit les particuliers ou même les entreprises, il y a une grosse association, voilà, blockchain, crypto-monnaie, volatilité et en fait, c'est Ouais. dommage parce qu'il y a une barrière psychologique qui se met, déjà dès le début. Alors, sachant que la barrière intellectuelle aussi pour comprendre ces technos-là, elle est déjà quand même assez importante. Mais en fait, dès le début, si on fait cette association et qu'on va pas voir un petit peu plus loin ce qu'elle est capable, ce que cette technologie-là est capable de faire au quotidien, bah, c'est dommage, mais bon, ça va faire partie de l'adoption. 2023, quels vont être un peu les enjeux majeurs pour Arcsum du coup? Est-ce que ça va être de recruter, de scaler, d'attaquer des nouveaux secteurs, d'étoffer l'offre de services? Comment tu vois les choses? Ouais, donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important pour nous, 2023. C'est une année charnière. Donc, on a réussi à faire des cas d'usage qui ont été déployés en production dans des industries hyper complexes. Donc, on est maintenant bien implanté dans la partie pharmaceutique, notamment, donc biopharmaceutique. Et là, on met un gros focus cette année sur la partie biopharmaceutique parce qu'il y a des audits qui sont très réguliers, il y a des besoins légaux, il y a beaucoup de labos qui finissent par être challengés sur leur intégrité de données parce que le monde va très vite chez eux, aussi bien dans la recherche que dans la prod. On a vu avec le Covid qu'il y avait eu un besoin de monter à l'échelle et chaque semaine, il y a des laboratoires qui ferment pour inconformité. Et donc, ils ont besoin de se conformer, ils ont besoin d'avoir les agrégations GMP, donc Good Manufacturing Procedures, et tout ça, c'est practices, pardon. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont très dures à obtenir sans avoir une structuration et des outils qui sont fiables. Donc, on a envie d'aller vraiment très, très fort sur le marché du biopharmaceutique cette année et de scaler. Donc, c'est quelque chose de très important pour y arriver. Donc là, on a ouvert en 2022 une filiale en Bulgarie et une filiale donc en France, vu qu'on était basé à la base qu'en Allemagne. Et on est passé, donc, on est en janvier 2023 et en janvier 2022, on était 6, je crois. Donc en janvier 2023, là, on est 22. Et on a 3 personnes qui arrivent du coup en février en France. Donc c'est un gros challenge pour nous, on va prendre beaucoup de risques, mais on sait qu'on a une structuration qui va nous aider à aller vers cet objectif-là. Donc on est ISO 9001 maintenant. On a été validé pharmaceutiquement dans le cadre du coup d'une mise en place, déploiement en production dans un labo. Donc tout ça fait qu'on a montré à l'industrie qu'on était capable de se conformer à ce qui se fait aujourd'hui. Quel est l'état de l'art des choses qui se font aujourd'hui? On a montré qu'on était capable de travailler comme eux l'entendent. Et maintenant, ils nous écoutent pour dire on veut travailler comme vous l'entendez, mais avec notre vision à nous qui est un peu différente, notre philosophie de l'éthique, de la transparence et puis de l'industrialisation et l'automatisation. Et ça, ils l'acceptent beaucoup plus facilement quand on a fait ces efforts-là et qu'on a montré qu'on était capable du plus. Et donc, pour eux, ce qui est parfois vu comme des choses un peu marginales ou anarchiques, ça finalement, c'est quelque chose qui les rassure parce qu'ils se disent, OK, il y a peut-être une association crypto avec la blockchain, c'est indéniable, et on utilise des NFT finalement pour faire ces tonnes de plastique et ce suivi. Mais quand on arrive à dire, voilà, on va vous fournir une solution qui correspond à des besoins d'aujourd'hui, qui vont résoudre des problématiques qui vont arriver demain, si on est capable de montrer qu'on est conforme nous-mêmes à des réglementations, des normes finalement qui sont en place pour la mise en place de logiciels, et là je vais te parler d'un truc qui s'appelle le GAMP5. Donc le GAMP5, c'est de l'ISPE, c'est l'International Society for Engineering, Pharmaceutical Engineering. Et donc l'ISPE, ils font une guidance qui s'appelle GAMP5, qui correspond finalement à comment mettre en place un logiciel informatique dans le pharma. Et en 2022, juillet 2022, ils ont fait une mise à jour, la première. Ils ont fait une section blockchain. Donc nous, ça nous rassurait parce que depuis 2020, depuis juin 2020, on était sur ce credo-là. Et ils ont fait un peu le descriptif de ce qu'on faisait, avec des méthodologies comme la méthodologie agile, avec des infrastructures qui correspondent du coup à ce qu'on fait aujourd'hui. Et on s'est dit, bon, déjà, on a visé juste par rapport à ce que l'auditeur et la réglementation peut attendre. Et en même temps, on a de l'avance sur le marché. Mais cette avance, ça peut se perdre très rapidement. Donc on a besoin de garder cette avance-là, nous aussi. On propose aux entreprises de garder une avance sur le marché. Nous, on doit aussi garder une avance sur le reste. Ça passe par le déploiement de plein de solutions, de faire plein de use cases. Donc, on est maintenant financé par l'EIC, donc l'European Innovation Council. Donc, l'Europe maintenant nous soutient officiellement pour une Génial. souveraineté européenne sur les logiciels innovants, blockchain et réalité assistée. Donc, ça nous donne aussi un peu de confiance, mais on va avoir besoin aussi de mettre vraiment les 2 pieds aux étriers pour aller vraiment chercher un nouveau marché et de faire non pas juste des cas d'usage, mais du rollout à grande échelle sur nos solutions pharmaceutiques, sur nos solutions de traçabilité, de suivi, de transfert et de tokenisation. C'est ça le credo vraiment de 2023, aller à fond sur le développement commercial et de mise en place d'un vrai réseau européen sur nos solutions.
On va arriver sur la fin de Carrément. l'interview, Axel. J'avais une dernière petite question. Est-ce que toi, il y a des technos qui sont peut-être, par exemple, pas forcément matures ou des cas d'usage qui vont arriver voilà, dans les prochaines années où tu te dis, voilà, la techno, elle n'est pas encore tout à fait prête. Je parle pas forcément dans l'adoption, mais la techno. Mais par contre, ça va vraiment pouvoir changer drastiquement voilà, des choses dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes de près? Bah, bien sûr, on est obligé de rester quand même en éveil sur ce qui se passe autour de nous, parce que même si on nous l'a répété, on nous l'a martelé que la blockchain allait tout changer et que les cryptos allaient nous rendre plus autonomes, la réalité d'aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait là et on voit d'autres technologies qui émergent à côté, qui permettent aussi d'imaginer une combinaison. Donc, quand on fait de l'industrie 4.0 et qu'on est sur des solutions blockchain, on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe au niveau de l'IoT, donc l'Internet of Things. On ne peut pas ignorer vraiment toute cette notion d'interconnectivité hardware et puis de rester quand même sur un certain éveil d'ingénierie. Et bien sûr, l'IA vient jouer un rôle important aussi. Quand on combine de l'IoT, de l'IA et de la blockchain, on a finalement le nouveau monde dont tout le monde parle, qui sera lent à mettre en place, mais c'est quelque chose qui va forcément avoir un impact majeur dans la façon dont on construit l'industrie d'aujourd'hui. Les machines vont être de plus en plus autonomes, avec du machine to machine, le M2M, qui va se mettre en place grâce à l'IoT. L'intelligence artificielle va venir réguler tout ça et affiner du coup les fonctionnements entre ces machines. On voit aujourd'hui avec ChatGPT et d'autres OpenAI systèmes, je ne ferai rien d'innovant là-dedans en disant que 2023, ça va être l'année où ça va exploser. Il va y avoir un business énorme. On n'a qu'à voir aujourd'hui, effectivement, ChatGPT qui est évalué à 39 milliards, je crois. C'est Donc, énorme. c'est bon, c'est absurde, mais ça reste quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui va arriver de fort. Google va être challengé, donc c'est carrément la Ouais, façon de enfin. rechercher les choses qui va changer. Et nous, on va essayer de rester quand même ouvert à ça. On reste dans notre cœur de métier. On ne va pas se diversifier et essayer de faire des choses qu'on ne maîtrise pas aussi bien que des entreprises qui sont dans l'OpenAI depuis des années. Mais on va essayer d'intégrer un maximum finalement de l'écosystème tech pour pouvoir faire de la collaboration. Donc 2023, ça a été une année au final où on va développer au niveau de notre activité commerciale, mais aussi au niveau de la collaboration. On veut gérer des nouvelles choses, on va créer un écosystème d'apps qui vont venir se connecter, aussi bien pour l'IoT que pour la partie AI. Et tout ça, ça devrait faire un cocktail qui, d'ici quelques années, nous va faire émerger une nouvelle industrie et une nouvelle façon de fonctionner entre les consommateurs et les producteurs, et qui ait beaucoup plus de transparence et d'efficacité là-dessus. Et pourquoi pas de la personnalisation de masse qui devrait arriver. Ouais, super. Bah, il y a vraiment des beaux potentiels. Et bah, je te remercie pour ton temps, ton partage, Axel. Grosse année 2023. Un Bon plaisir. courage. Merci à toi aussi. À bientôt.